Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce bel auditorium. J'imagine que vous avez tous déjà visité l'exposition. Sinon, elle est de toute façon ouverte ce soir. Et énormément de gens se sont inscrits d'ailleurs pour cette nocturne par ailleurs. Et donc cette exposition a bénéficié d'un très bon accueil, d'une très bonne presse. Et on est évidemment très heureux à Versailles parce qu'il y avait quand même un peu un pari. Donc pour en parler, nous avons bien sûr l'artiste et puis Annabelle Ténez qui a été j'ai oublié, enfin en tout cas à Rochechouart, aux abattoirs de Toulouse, qui est directrice du Louvre-Lens. J'ai dû louper une étape. Musée Picasso, ah bah voilà. Non, Picasso, Versailles, bon. Mais, et Sébastien Lecal, avant d'être le directeur du musée de Grenoble, était à la Porte Dorée, le nom exact du musée. Musée national d'histoire de l'immigration. Voilà. Parce que et puis avant, la Fondation Vuitton, au musée d'art moderne de Paris, etc. Musée d'art moderne et abattoir de Toulouse, qui ont été prêteurs d'ailleurs à l'exposition. Cette exposition donc se situe étrangement dans nos salles d'Afrique, donc une sorte de confrontation avec les œuvres d'Horace Vernet, d'où le titre de cette causerie. Mais quand je l'ai proposé à Guillaume, il n'était pas très au fait du décor de ces salles, puisqu'elles s'étaient recouvertes de toute façon de contreplaqué. C'est d'ordinaire des salles qui nous servent donc pour des expositions, des accrochages divers. Mais il m'a semblé que c'était une bonne raison de pouvoir inviter Guillaume pour ce face-à-face avec les œuvres d'Horace Vernet. Mais ce n'est pas sa faute, puisque les œuvres n'ont pas été peintes pour le lieu. Ça peut arriver dans les expositions d'art contemporain de Versailles, d'avoir des commandes de grandes sculptures pour le parc et ainsi de suite. Là, on n'a pas profité, on n'a pas agi de cette façon, notamment parce que Guillaume peint très lentement, mais on abordera peut-être plus en détail un peu plus tard. Mais finalement, j'étais heureux parce qu'au départ, il y avait que moi qui pensais que ça allait fonctionner. Et puis finalement, ça semble marcher, en tout cas auprès de la critique. Voilà, donc cette confrontation, évidemment, elle peut paraître un petit peu artificielle, mais on y a cru, et merci beaucoup à l'artiste d'avoir accepté de jouer le jeu. Guillaume peint avec une technique évidemment qui se rapproche celle des maîtres anciens. Donc c'est une tentation de pouvoir le rapprocher dans ce cadre-là, et c'est ce que Sébastien fera au musée de Grenoble également. Mais j'ai trouvé que ce face-à-face entre les œuvres actuelles et celles du 19e siècle montrait aussi toute la différence. C'est bien sûr, les deux sont figuratives, les deux illustrent une violence certaine, la violence coloniale de la conquête de l'Algérie à l'époque de Louis-Philippe, et puis celle plus contemporaine dans les banlieues. Mais en fait, dans un cas où nous avons des tableaux qui mettent en valeur l'héroïsme supposé de tel ou tel généraux et de tous ces soldats, chaque tableau a vraiment un titre, un lieu, on sait une date, c'est vraiment montrant les victoires de Joinville, du duc d'Aumale, des différents des ducs d'Orléans, des fils de Louis-Philippe, alors que les tableaux de Guillaume sont tous intitulés sans titre, ce qui ne nous a pas tellement arrangé quand on faisait des listes d'œuvres pour les retrouver, savoir où est-ce qu'on accrochait. Ah, on ne met pas sans titre là, on met sans titre de l'autre côté. Mais on s'est très vite débrouillé. Je ne sais pas toi-même, cette question de sans titre, comment tu l'as... Alors bonsoir, ça marche? Oui, oui, tout à fait. C'est bon, ça marche? Vous m'entendez? Du sujet, du non-sujet, comment tu l'abordes? C'est une vaste question.
Là, ça marche. Bon. Non, oui, alors c'est une question compliquée d'entrer comme ça. Oui, non, moi, ma façon de travailler, ça n'a rien à voir en fait avec la façon de travailler d'un. Enfin, ça n'a rien à voir, ça a quelque chose à voir, mais en même temps, c'est assez différent, puisque je pars d'une performance de corps dans mon atelier que je photographie et qui me sert de matériau de départ pour faire mes compositions. Donc, il n'y a pas d'histoire préalable à représenter ou à illustrer. Donc, ce n'est pas le cas d'un peintre d'histoire qui va représenter une certaine bataille, un certain événement, certains personnages qui ont existé ou pas, ou qui sont des héros de mythologie qu'on peut reconnaître. Moi, c'est vraiment travailler avec des anonymes sur leur façon de bouger et de capter ça et d'en faire ensuite des compositions en peinture. Donc, finalement, il n'y a pas vraiment de narration. Donc, je n'ai pas de titre à rapporter à ces tableaux. Et en même temps, je préfère les laisser ouverts, c'est-à-dire que de ne pas mettre de mots, de ne pas mettre de langage associé aux peintures. Ça permet aussi au spectateur de rester libre de l'interpréter comme il veut. Et voilà, je trouve ça plus intéressant pour moi que de raconter, de représenter un certain événement ou comme à la façon d'un peintre classique. Je ne sais pas si ça répond trop. Alors, Annabelle, tu vas peut-être remettre en situation ce qu'est la peinture d'histoire d'autrefois, la peinture d'histoire actuelle, puisqu'il y a d'autres représentants de la peinture figurative. Oui, alors c'est vrai que c'est une question qu'on a beaucoup discuté aussi, cette question de la peinture d'histoire, puisque le genre de la peinture d'histoire, c'est un genre, comme tu le disais, Guillaume, souvent de commande, en tout cas qui permet de rapporter un moment d'actualité et de lui donner un sens certain. Et comme tu disais, à la fois, ta peinture n'est pas une peinture d'histoire. En même temps, tu joues d'une partie des codes de l'histoire. Quand je dis, pour moi, tu joues une partie des codes de l'histoire, c'est qu'on y retrouve un récit dont on ne sait pas lequel il est. Et que aussi, quand j'aime bien dire peinture d'histoire, parce que ça pose la question de qu'est-ce que c'est aujourd'hui la peinture d'histoire. C'est-à-dire que la peinture d'histoire, initialement, a joué ce rôle d'actualité qui a été transformé à partir du moment où il y a l'image photographique, mais qui au départ est une image très lente au XIXe siècle, qui est retransformée à partir du moment où il y a l'appareil photographique portable, notamment à partir des années 20 et les photoreporters, et qui est retransformée aujourd'hui dans notre vie quotidienne par le fait qu'aujourd'hui, avec les téléphones portables et les réseaux sociaux, tout le monde peut rapporter un événement historique qu'il a sous les yeux. Et c'est vrai que ça pose la question à la fois de l'histoire, c'est-à-dire comment on construit l'histoire, quelles informations on en reçoit, et ça pose vraiment la question du temps. Et ce que je trouve très troublant dans les peintures de Guillaume, c'est qu'elles sont des peintures très lentes à faire, comme on le disait, et en même temps, elles sont des peintures de l'instant donné. Quand je dis qu'elles sont des peintures de l'instant donné, on a vraiment l'impression que la personne va tomber, que quelqu'un va on est en train de ramasser quelqu'un, que quelqu'un court. Et donc, on est à l'instant donné. Et peut-être, et moi je pense que c'est aussi ça qui fait aussi, qui frappe autant, vous pourrez dire que j'ai tort ou raison, mais je pense que ce qui nous frappe autant, nous qui regardons tes peintures, c'est qu'en choisissant de nous donner une instantanéité avec quelque chose qui prend beaucoup de temps à faire, tu nous obliges à passer du temps à regarder l'image et la peinture là où nous scrollons, ou alors là où d'habitude, aujourd'hui, on passe notre temps à scroller notre téléphone. C'est-à-dire, au lieu d'aller très vite sur l'image, on est obligé d'aller à la profondeur de l'image. Oui, pour moi, il y a un rapport au temps qui est important dans même le processus de création de mes peintures, puisque ça commence même avant la peinture, parce que je travaille d'après photo. Donc j'ai tout un travail d'abord avec des modèles. Du coup, il y a un enregistrement d'une sorte de performance qui se fait avec des modèles, qui est déjà un premier moment quelque part. Et ensuite, j'ai tout un travail où je vais choisir dans ces photos, les agencer entre elles, faire une sorte de composition, comme un montage photo. Et une fois que ça aboutit à peu près à quelque chose, je peux commencer la peinture. Et ensuite, c'est une peinture qui me prend effectivement des mois et des mois à peindre. Et du coup, il y a une accumulation, il y a une sorte de synthèse de plusieurs temps comme ça,
voilà, qui se joue comme ça sur la toile. Et je pense que ça sent, en fait, simplement, ça, quand on regarde le tableau, même si ça représente des instantanés, il y a une épaisseur du temps, en fait, une sorte de synthèse du temps qui est sensible. C'est d'ailleurs plus stylisé, il n'y a pas de sang comme sur les tableaux de Vernet, non? Alors non, il n'y a pas besoin de mettre du sang parce que en fait, Vernet, il veut représenter de façon réaliste une guerre. Donc, il va utiliser des costumes, il va utiliser des objets, des accessoires. Il va représenter le sang. Moi, en fait, ce que je représente, c'est le moment que j'ai passé avec mes modèles. Et donc, quand je fais des séances de photos avec mes modèles, heureusement, enfin, ils ne saignent pas. Et donc, même quand c'est des scènes de violence, c'est des affrontements qui sont faux. Enfin, ils jouent quelque part de la violence. Et moi, je les laisse un peu jouer comme ils veulent, quoi. Je suis là juste pour capter ce qu'ils me proposent. Et donc, effectivement, parfois, il va y avoir des corps qui se battent, mais on peut voir dans les tableaux, quand on regarde de près, qu'il va y avoir des sourires, il va y avoir des gens qui rigolent. Donc, en fait, on sent qu'ils sont en train de jouer la bagarre, quoi, quelque part. Et donc, il y a un rapport ambigu aussi à cette violence. Et parfois, s'ils me proposent complètement autre chose, ce ne sera pas dans la violence du tout. Je laisse complètement, en fait, la liberté au modèle de me proposer ce qu'il fait, ce qu'il veut, de façon le plus libre possible. Et ça, c'est un peu l'enjeu du début de mon travail, c'est d'arriver à mettre en confiance les gens avec qui je vais travailler pour qu'ils me proposent, en fait, leur gestuelle, leur façon d'être, leur façon de bouger. Et c'est ça qui est pour moi le contenu presque de mes tableaux, parce que leur façon d'être, leur façon de bouger, ça va être un symptôme de leur parcours de vie, de leur milieu social. La façon de s'habiller, ça va être un symptôme de leur goût, et leur goût va raconter aussi leur expérience. Et donc, moi, c'est des choses que je capte comme ça, et je tiens à le laisser tel quel dans mes tableaux. Je ne vais pas rajouter une flaque de sang par terre ou sur les habits pour que ça fasse plus violent, plus réaliste. Et je garde le niveau d'intensité vrai, qui était là, qui était présent au moment de la séance de photo. Alors, si certains viennent avec des armes, c'est pas moi qui leur ai demandé. S'il y a des accessoires, c'est eux qui les apportent. Ils apportent ce qu'ils veulent. Ils s'habillent comme ils veulent. Et moi, ensuite, j'utilise... par exemple, je ne vais pas enlever les marques voilà, on m'a beaucoup reproché au début de ma carrière de représenter les marques, par exemple sur les habits, en disant c'est vulgaire. Alors moi, ça me plaît bien comme critique, ça, parce que c'est très sociologique comme critique. C'est vulgaire, ça veut dire vous représentez des gens vulgaires, quelque part. Puisque c'est eux qui ont apporté ces vêtements-là avec ces marques, parce que c'est les marques qu'ils aiment. Et du coup, moi, quand je vois la critique d'art qui me dit « Ah, c'est vulgaire, ça c'est un bon symptôme de ce que c'est que le goût dominant, l'esthétique dominante et tout ça. » Et moi, je trouvais ça intéressant, justement, d'aller contre ça. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que dans tous les tableaux, je garde bien tous les détails de tous les vêtements, toutes les attitudes. Et si quelqu'un vient avec sa bouteille de whisky, je représente sa bouteille de whisky. C'est le cas dans certains tableaux. Il y en a qui étaient venus avec des couteaux, certains avec des armes à feu. J'en ai fait les tableaux que j'ai fait. Bon, voilà. Et d'ailleurs, on peut dire aussi, pour avoir vu plusieurs de tes modèles venir à des vernissages, y compris dans des musées, c'est beaucoup des personnes qui n'étaient pas rentrées dans des musées avant de rentrer dans ta peinture. Oui, en fait, j'ai commencé ma première série avec mes amis qui viennent de la banlieue toulousaine, et donc des personnes qui n'ont pas accès à l'art, et qui n'ont pas accès à l'art, et surtout qui n'y sont pas représentés en général. Quand j'ai commencé au début des années 2000, c'était rare de voir les personnes de ces milieux sociaux représentées dans les œuvres d'art, quoi, quelque part. À part, évidemment, je parle dans la peinture surtout, parce que dans les reportages ou dans la photographie, ça a toujours existé. Mais c'était un peu représenter des scènes à la façon des grands peintres classiques qui, d'habitude, représentent les héros de l'histoire, les dominants, ou même les héros mythologiques, et représenter, en fait, mes amis, quoi,
des anonymes qui viennent des périphéries, comme ça, des villes, à la façon des puissants, quelque part. Et les faire rentrer, du coup, dans le champ de la représentation picturale, voilà, comme un geste un peu, qui maintenant, je l'interprète comme un geste politique, mais quand je l'ai fait à l'époque, c'était complètement intuitif, quoi, instinctif. Si ça marche, le bien. Non, ce qui est intéressant en t'écoutant, c'est que à la fois la manière dont tu racontes, on a l'impression presque que tu as fait de la peinture entre copains, parce que c'est toujours les mêmes que tu représentes. Il y a ton père aussi qui revient très souvent. Tu leur dis de venir avec leurs vêtements, donc, et tu ne donnes pas de titre, donc on a vraiment l'impression que c'est pas un événement particulier. Et en même temps, ce qui est très frappant dans ta peinture, c'est que déjà, tu en parles beaucoup comme d'une peinture sociologique, et c'est rare finalement les artistes contemporains qui s'intéressent à des questions de société. Il y en a quelques-uns comme Kader Attia ou Bourouissa, mais c'est quand même très rare, et c'est presque ça qui est presque dérangeant dans ta peinture, c'est que voilà, que pourquoi tout d'un coup ils s'intéressent pas, je sais pas, à la forme. Enfin, il y a vraiment une préoccupation de représenter des espaces où finalement l'art contemporain n'est pas très important, les banlieues. Et ça, c'est assez frappant. Et l'autre chose aussi qui est intéressant, c'est que tu dis, mais moi je fais pas de la peinture d'histoire. Et en même temps, en y pensant, en fait, toi, tu dis que tu commences tes peintures en 2002 pour les émeutes de Toulouse, pour des émeutes qui se tiennent à Toulouse. Et en fait, les 2 décennies qui viennent de se passer, 2000 et 2010, ces décennies, quand on y repensera dans 50 ans, c'est des décennies où il y a des émeutes urbaines très fortes qui n'avaient pas eu lieu avant. On ne sait pas ce qui se passera après, mais finalement, les émeutes de 2005, les émeutes récentes où les villes ont explosé il y a quelques années, et finalement, ce qui va rester dans la mémoire et dans l'histoire de cette période, et finalement, peut-être malgré toi, tu es devenu un peintre d'histoire. En fait, je parlais plutôt du dispositif de la peinture d'histoire plutôt que de représenter l'histoire. Parce que, effectivement, moi, dans mon travail, je suis toujours inspiré par la réalité, par le réel, quoi. Donc, je suis sensible à ce qui se passe autour de moi. Et mes peintures, c'est un peu des réactions à ce qui se passe dans l'actualité et en le travaillant avec les gens qui sont autour de moi, quoi. Donc, effectivement, il y aura toujours un rapport à l'histoire. C'est juste que le rapport à l'histoire, il est différent d'un peintre d'histoire. C'est pas la même façon de procéder. Et puis moi, au niveau des émeutes, en fait, effectivement, en France, c'est une période où il y a eu des émeutes et tout, mais des émeutes, c'est quand même quelque chose d'assez universel. C'est des choses qu'il y a eu à toutes les époques et qu'il suffit de changer de pays et il y a des émeutes partout, tout le temps. C'est plutôt... moi, mon travail, c'est pas de représenter une certaine émeute ou un certain moment politique ou quoi, mais plutôt de voir comment ça fonctionne, en fait, des corps qui se révoltent, voilà, et qui se mettent ensemble et qui créent une sorte d'énergie collective, comme une sorte de corps collectif. Et pour moi, ça c'est important parce que c'est une question très picturale, en fait, qui est plus que... J'ai jamais voulu porter un discours politique ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est des sujets, pour moi, qui se prêtent beaucoup à la peinture, tout simplement, parce que finalement, cette question de agencer les corps entre eux, créer une sorte de métafigure comme ça, un corps qui est fait de plusieurs corps comme ça et qui a sa force. Et tout, c'est une question très picturale, quoi. C'est de la composition, voilà. Et en même temps, c'est quand même une peinture très réaliste. C'est-à-dire que là, je parle en termes de composition, on pourrait penser à de l'abstraction. Dans ce cas, on pourrait me dire pourquoi tu fais pas de la peinture abstraite et voilà. Mais en fait, je pense que c'est important pour moi quand même qu'il y ait ce contenu, au moins social, je ne sais pas si c'est politique, mais qui s'inspire du monde social et qui essaie de comprendre aussi comment fonctionnent en fait les relations qui se tissent dans un groupe, dans le monde social en général. C'est-à-dire au travers de la peinture, arriver à comprendre les relations comme ça entre les personnages. Et aussi, et peut-être surtout dans certaines séries comme Les Parkings, les relations entre un environnement, une architecture par exemple, et comment les corps se distribuent dans l'espace en fonction, voilà, de l'environnement. Et donc, métaphoriquement aussi, en fonction d'un environnement social, c'est-à-dire en fonction des classes sociales, en fonction de là d'où l'on vient, comment on se comporte, comment on bouge. Et tout ça, ce sont des questions en fait, qui m'intéressent. Mais moi, dans ma pratique, c'est un travail de peintre, quelque part. Donc, il y a ces deux choses-là qui sont présentes. Je sais pas.
Donc finalement, plutôt que de l'histoire, c'est de la chorégraphie? Non. Non, parce que après, je parle pas. Enfin, c'est dur de parler de chorégraphie, mais je vais le côté neutralisant un peu de la chorégraphie, neutraliser le sujet, c'est-à-dire c'est de la danse pure. Ça, pour moi, ça revient à dire voilà, on fait, c'est un peu l'art pour l'art, quoi. Moi, pour moi, c'est important que justement, comme je disais tout à l'heure, certaines personnes soient représentées d'une certaine façon dans un certain environnement et que ça ait une puissance picturale qui porte un contenu politique, mais un contenu pictural, quoi. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que je suis pas là pour illustrer un discours, en gros, quoi. Mais en même temps, c'est pas de la danse pure. C'est pas je prends des personnes, j'ai fait juste bouger pour la beauté du geste, et ensuite ça fait un beau tableau. Ça, c'est une autre démarche. Je respecte aussi. Enfin, j'ai aussi travaillé avec des chorégraphes, du coup, mais il y a un côté dans la chorégraphie où on va travailler le geste pour le geste, quoi, quelque part. On va travailler certaines formes de gestes, et puis on crée des pièces comme ça. Il y a une partie de mon travail qui ressemble à ça, mais qui est toujours ancrée quand même dans un contexte social particulier. Oui, ce qui me frappe aussi quand tu dis ça sur que c'est une peinture que c'est un acte de peinture, que de rassembler des personnes et de rassembler des personnes qui parfois ne viennent pas des mêmes séances de pause. Hein, tu en parles aussi, hein, de réagencer ces personnes qui ne sont pas dans même séance de pause. Et en même temps, tu sais aussi que ce qui frappe souvent les gens, c'est que ta technique, qui est une technique assez exceptionnelle, je reprécise que tu peins tout seul, parce que c'est quand même quelque chose de... on sait que la peinture d'atelier et la peinture collective ou avec en atelier, c'est quand même quelque chose qui existe sur toutes les périodes, depuis la Renaissance en passant par Rubens. Et en fait, ce choix de ta technique picturale, tu sais aussi qu'elle trouble la question du temps, qu'elle rentre dans une sorte de tension entre justement la contemporanéité de la scène, là on voit justement les joggings, les baskets, etc. Et le choix de cette technique qui dit histoire aussi. Et ça, est-ce que c'était très conscient en toi quand tu t'es mis à peindre, où il y avait une sorte je sais pas, d'amour de la peinture, du geste, et qui t'a fait amener à ça? Non, moi, c'est pas du tout conscient. Moi, je pense qu'aussi, ce qui est intéressant avec la peinture, c'est que c'est un médium qui peut vraiment exprimer les choses inconscientes. C'est-à-dire que, comme je disais, j'illustre pas un propos, j'ai pas une intention avant de faire un tableau que ensuite je vais juste appliquer à la peinture. C'est vraiment une expérience presque corporelle, quoi. C'est un truc physique pour moi. Et du coup, pour moi, même le corps, c'est le sujet principal de mon travail, c'est-à-dire que je pars du corps du modèle. Quand j'étais étudiant, j'ai commencé par apprendre à dessiner des corps, j'ai appris l'anatomie, j'ai appris des choses comme ça, et ensuite je me suis rendu compte qu'en mettant des corps ensemble, ça créait une forme de récit. Et en fait, pour revenir à la peinture à l'huile, pour moi, c'est un médium qui est comme une peau, c'est-à-dire c'est une matière assez particulière, assez sensuelle, qui rappelle une peau. Et on peut jouer avec des transparences, on peut jouer avec des opalescences, c'est une technique qui permet beaucoup comme ça d'effets qui rappellent la peau. Et pour moi, ça, c'est vraiment hyper important. Et c'est aussi une technique qui permet de modeler les objets qu'on peint. Et du coup, voilà, de faire apparaître des volumes, de faire apparaître des lumières, et du coup, de composer les tableaux comme ça par tâche de lumière, par circulation d'ombre. Et ça, je pense qu'il y a peu de techniques qui permettent ça en peinture. D'une certaine manière, presque tu veux dire que ton action de peintre est une action corporelle, parce que ça peut prendre énormément de temps, c'est très minutieux. Tu peux passer 6 mois, voire plus, sur un tableau. Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que essentiellement, disons, la peinture, ça va être la trace d'un corps sur une surface. Donc, en fait, une action en négatif, quelque part. Et que ce soit de l'action painting, où on voit des grands coups de pinceau, et du coup, qui mettrait cet aspect-là en évidence, ou une peinture, en fait, très réaliste, qui va prendre des mois, qui est très léchée, ça reste quand même
la trace de l'action d'une personne dans son atelier qui, pendant des mois, a travaillé sur une surface. Et donc, c'est toujours la trace d'un corps, quelque part, quoi. Et pour moi, ça, c'est assez essentiel dans la peinture. Parce que du coup, c'est vraiment le médium qui permet de s'exprimer sans passer par le langage, quelque part. C'est vraiment une expression du corps. Et c'est pour ça aussi que ce que je représente en particulier, c'est les corps. Et ce qui transporte avec eux comme signification qui ne passe pas par le langage, c'est-à-dire le langage des gestes, le langage corporel. C'est ce sur quoi en fait, je travaille avec les modèles à chaque fois que je commence une séance de pose. On va commencer par se dire, bon, on va essayer de créer un récit, mais ce sera un récit sans parole. C'est un récit muet. Et c'est une formule assez célèbre d'ailleurs. Tu veux parler ? Non, c'est bon. Ok. Et oui, donc voilà, c'était cette idée-là de dire que la peinture, c'est quand même essentiellement un médium du corps pour moi, et c'est pour ça que je ne mets pas de titre du coup à mes tableaux. Pour revenir à la première question, c'est parce que c'est presque un statement, quoi, de mettre sans titre, parce que au final, s'il y avait un titre, ça viendrait complètement contre cette logique-là du langage corporel, et du coup de laisser lâcher prise sur l'intention consciente qui peut être le point de départ d'un tableau. En fait, pour moi, même s'il y a une intention consciente qui serait le point de départ d'un tableau, il faut qu'elle soit dépassée après. Ça ne peut pas être juste une application ou une illustration de ça. Et voilà. Donc, comme on voit, le parallèle avec Vernet n'est pas si simple entre un vrai peintre d'histoire et finalement toi qui t'en échappes. Et une autre ligne, évidemment, de parallèle, c'est autour de la violence, pour laquelle Sébastien a sélectionné une première vidéo qu'on va pouvoir peut-être mettre en route. Vous avez reconnu bien sûr les Indes galantes de Rameau, qu'on a tendance à écouter en boucle à Versailles, un grand hit du XVIIIe siècle. Mais dans ce clip et cette scénographie présentée à l'Opéra Bastille par Clément Cogitor, peut-être que Sébastien, tu veux nous en parler ? Non, effectivement, ce qui me frappe aussi dans ta peinture, et c'est intéressant, d'ailleurs, le parallèle que tu as fait avec Pollock, c'est que la peinture, c'est beaucoup d'énergie, et donc ça peut être la trace de l'énergie comme Pollock. Et chez toi, au contraire, l'énergie est totalement maîtrisée, puisque chaque millimètre d'ombre et tout est très, très est contrôlé, et en même temps, il y a une énergie folle. Et ça, c'est intéressant de voir comment tu arrives à faire passer. Et puis aussi cette représentation de la violence, de ces corps qui sont en tension toujours, qui se tapent dessus. Là, on voit qu'ils se tapent dessus. Et je m'étais posé la question, mais tu nous as répondu, et donc tu pourras répondre à tout le monde. Mais voilà, comme tes tableaux sont très beaux,
y a presque une fascination, une esthétisation de la violence. Et ça me mettait mal à l'aise. Et en même temps, je trouvais que c'était juste. Et en fait, voilà. Ton rapport à cette représentation de la violence? Ça fait, ouais, il y a 3 questions dans la même question. Ou 0 question, c'est juste pour te passer la parole. Je fais la dernière. Alors, par rapport à la représentation de la violence, moi, ce que je travaille en fait dans ces scènes de violence, c'est comment, par la composition d'un tableau, j'arrive à faire sentir la circulation de l'énergie qui passe entre les corps, d'un corps à un autre, mais aussi du décor à un corps, d'une architecture, d'une atmosphère, d'une lumière particulière, de montrer en fait que la violence est quelque chose qui circule. C'est pas quelque chose qui est. Il n'y a pas un individu qui est violent. C'est un individu qui quelque part reçoit une violence de l'extérieur, qui ensuite la reproduit sur un autre individu qui la reproduit. C'est comme une sorte de cycle comme ça, de circulation. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mes batailles, dans mes tableaux, dans les architectures des parkings et tout ça, qu'on sente ce rapport, cette relation entre les différents éléments du tableau qui sont en fait le système de la violence, c'est-à-dire comprendre comment fonctionne la violence. C'est-à-dire, au lieu de dire je représente la violence, j'essaie de montrer un fonctionnement plutôt qu'une image de la violence. Et pour moi, c'est important que aussi cette violence, elle soit assez crue, sans mettre des taches de sang partout et tout, mais que ce soit des coups quand même qui soient montrés. Contrairement du coup à la vidéo de Clément Cogitor, où là c'est très sublimé dans la danse, c'est-à-dire que on va chorégraphier pour décharger une forme d'agressivité comme ça par la danse. C'est une démarche qui est pas la mienne, qui est très différente en fait, même si ça ressemble un peu formellement, parce qu'ils ont mis des éclairages en clair-obscur et tout, et une musique baroque et tout ça. C'est pas du tout la même démarche pour moi. Moi, il y a un côté où il faut que la violence, quand même, si je traite la violence, disons, il faut qu'elle soit montrée telle qu'elle est. Mais voilà, dans mon travail, moi, ce qui m'intéresse, comme je fais un travail de composition, l'outil de composition, il me permet de faire sentir ce truc circulatoire en fait de la violence. Et dans l'expo ici, du coup, à Versailles, dans les salles d'Horace Vernet, ce que je trouvais intéressant, c'est de voir que cette violence, elle était déjà présente dans les toiles de Horace Vernet. Et donc, mettre mes tableaux en face de ces tableaux-là, c'était comme les inscrire dans une sorte de généalogie historique de la violence, comme si en fait cette violence qui était dans les toiles, qui était dans ces conquêtes coloniales et tout, était toujours là en fait dans un autre lieu, dans une autre époque, mais qu'elle avait continué de se reproduire comme ça jusqu'à dans ces scènes de périphérie urbaine en France à notre époque. Et donc les mettre comme ça, les télescoper comme ça, c'était une façon en même temps de montrer la continuité de cette violence qui fait que se reproduire. Donc de continuer à montrer voilà comment ça fonctionne en fait, la violence, comment ça circule, et aussi de les opposer, c'est-à-dire de montrer comment une représentation de la violence comme celle d'Horace Vernet va être une sorte de glorification pour le coup de cette violence coloniale, donc de cette victoire vue par les vainqueurs, commandée par le roi, et opposer ça à une violence montrée du point de vue des dominés, dans des lieux beaucoup plus souterrains, périphéries isolées, cachées, dans des lumières de néon, et une violence en fait qui est montrée du point de vue de ceux qui la subissent. Et voilà, en gros, le rapport qu'il y a dans cette expo entre les tableaux d'Horace Vernet et les miens, c'est quelque chose qui était déjà présent en fait dans ma façon de travailler sur la violence. Après, il y avait un autre aspect dans la question que j'ai oublié. Mais... Moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ce qui est troublant dans ton travail, c'est que d'une certaine manière, il nous rappelle que dans l'histoire de l'art, si on regarde l'histoire de l'art, ça traite quelque chose qui est de complètement humain. C'est peut-être la quintessence de l'expression humaine. Et qu'en gros, on navigue entre la guerre et la paix et l'amour et le rejet. Et je pense que tes peintures-là, elles rappellent ça d'une certaine manière. Et cette question de la guerre et de la paix, elle n'est pas vue de la même manière. En fait, on porte un point de vue différent.
C'est-à-dire que moi, ce qui m'a beaucoup troublée, et ce que j'ai l'impression d'avoir appris encore plus dans cette exposition, dans la manière dont vous avez choisi avec Christophe de mettre en rapport ces images et ces peintures, c'est que d'une certaine manière, celles de Vernet sont légitimées par le point de vue, qui est d'une certaine manière une guerre de... c'est que la guerre est légitimée par le besoin de protection, par le besoin comment dire, c'est-à-dire que ces peintures de bataille, elles sont une justification d'une forme de la violence sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire de se dire, ces batailles sont nécessaires pour, d'un côté, se défendre. Elles sont une manière de protection. Et ce qui est troublant, c'est que dans tes peintures, lorsqu'on voit ces corps chorégraphiés, il n'y a pas les bons et les méchants. Dans tes peintures, on ne discerne pas, d'une certaine manière, souvent lorsqu'on voit ces batailles, on voit les deux camps s'opposer et nous, on sait qu'on fait partie d'un de ces deux camps dans ces histoires de bataille. Dans tes tableaux, on ne sait pas s'il y a des bons et des méchants. Tout le monde est là et tout le monde est au même niveau. Oui, c'est ce que je dis dans le sens où j'essaie pas de montrer des bons ou des méchants, il n'y a pas de jugement moral en fait sur la violence. Ce que je montre, c'est comment circule la violence. Donc en fait, c'est pas la responsabilité des individus qui la reproduisent. Donc il y a pas, les gens ne sont pas des gens violents, c'est que ce sont des gens qui sont traversés par la violence. Et du coup, effectivement, il n'y a aucun jugement moral. Alors que dans une peinture comme celle d'Horace Vernet, ou même dans la peinture d'histoire en général, c'était souvent le prétexte était souvent moral. Il y avait dire la vertu, ou souvent aussi un but politique, une commande qui servait un pouvoir qui était en place. Alors que là, pour le coup, moi, dans mes peintures, ça sert aucun pouvoir. Ça sert pas le pouvoir, quoi. Enfin, j'espère. Et puis, mais aussi par rapport à l'esthétisation de la violence. Ah mince, j'ai oublié maintenant. J'avais un truc à dire. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une fascination esthétique, oui, voilà. de la rendre belle ou Oui, tout à fait. On peut peut-être, cela dit, lancer la seconde vidéo et puis prolonger sur ce point. Si on peut lancer la vidéo et peut-être éteindre un petit peu de lumière là pour qu'elle soit plus facile à visionner. Merci. Donc c'est bien à l'auditorium de Versailles. On remet la lumière, on reprend son souffle. Et là se pose vraiment la question de la fascination de la violence à travers ce clip. Sébastien. Un clip qui avait fait l'objet de pas mal de critiques, notamment parce qu'il y a une certaine du groupe Justice avec une certaine fascination pour la violence, et puis en plus une dimension assez limite, puisque c'est souvent des noirs dans cette image, donc il y a une dimension un peu raciste. Le mrap, c'était d'ailleurs plein de la vidéo. Mais justement, il y a une différence que tu as très bien, entre ce type d'œuvre et la tienne.
Oui, c'est difficile à dire parce que c'est assez sensible, la différence. Moi, quand je vois ça, ça me met vraiment mal à l'aise. Et je pense que là, pour le coup, on est dans le cliché. C'est-à-dire qu'on est quelque part dans une sorte de cliché de la violence qui est produite un peu, enfin, ce cliché, il est fait un peu dans une sorte d'esthétique qui s'inspire, je pense, des clips de rap des années 90. Mais pour le coup, dans les clips de rap des années 90, je pense aux clips Pour Ceux, par exemple, pour ceux qui connaissent un peu le rap des années 90, et qui est extrêmement violent, mais qui, du coup, me mettait pas mal à l'aise. Parce qu'en fait, il y a quelque chose dans la représentation de la violence comme ça, assez crue. En fait, ça dépend comment on le fait et qui le fait aussi. C'est-à-dire que ce que ça montre comme ça, cette esthétisation de la violence, je dirais pas fascination, mais valorisation de la violence, c'est qu'en fait, dans certains mondes, dans certains milieux, on a besoin, en fait, c'est une nécessité vitale de valoriser la violence. C'est-à-dire que dans des environnements de vie très violents, très durs, les gens, pour s'en sortir, en fait, doivent se montrer virils, doivent se montrer violents. Donc il y a un rapport à la masculinité comme ça dans certains univers sociaux qui, en fait, doivent être montrés. C'est-à-dire que, en tout cas, l'art peut avoir ce rôle-là de montrer que dans certaines conditions de vie, la violence est une valeur. Alors ça choque les gens de la bourgeoisie culturelle parce qu'on a tous un jugement moral sur la violence, parce que c'est mauvais, c'est mal. Mais en fait, moi, en tant que peintre, j'ai pas de jugement moral sur la violence. C'est-à-dire que je la montre, j'essaye de la montrer telle qu'elle se produit. Et donc, dans ce groupe social-là que j'ai représenté, effectivement, la violence était valorisée. Et donc, ce que je montre dans mes tableaux, c'est une valorisation de la violence. Mais ça ne veut pas dire que mes tableaux valorisent la violence. C'est là qu'il y a une petite distinction quand même que je fais. C'est de montrer justement cet aspect un peu systémique de la violence et que dans certains endroits de la société, on est obligé de valoriser la violence pour s'en sortir. On est obligé de faire fort, d'être... et du coup, le plus violent, en fait, c'est le dominant. Et donc, c'est une course à qui c'est qui va être le plus violent, le plus hardcore, le plus... et donc, les clips de rap, c'est un peu l'illustration de ça. Et nous, on a grandi dans les années 90. Moi, je faisais des tags, je faisais du breakdance, j'étais dans la culture du rap et tout ça. Et j'ai été nourri de cette esthétique, en fait. Là, c'est un peu plus tard, Justice, je pense. Il récupère un peu ça après, de façon un peu... Enfin, c'est un peu une esthétique un peu plus à la mode et tout. Et du coup, c'est assez dur à regarder, je trouve, pour moi. Mais en fait... moi, ce que j'ai montré dans mes tableaux et tout, c'était un peu ce qui m'avait nourri comme esthétique. On regardait que des clips de rap où il y avait des meurtres, et les meurtres, c'était normal. Des films de mafia où tout le monde se faisait assassiner tout le temps. Et on était content de regarder, on était fiers d'avoir le courage de regarder des choses comme ça. Et en fait, c'est tout un système de valeurs qui est différent dans ces milieux sociaux-là que dans les milieux ensuite de l'art qui reçoivent un peu ces œuvres-là. Et du coup, quand c'est reçu par les gens, les critiques d'art et tout, ils disent « Ouh là là, mais comme on sait, que nous, depuis notre point de vue, que la violence c'est mauvais, dans tes tableaux, on dirait que la violence c'est bien. Enfin, on dirait que tu aimes la violence, que t'es fasciné. Mais non, ce que je montre, justement, c'est que c'est important de montrer que cette valeur, comme ça, qu'on associe à la violence, cette valeur négative, c'est un privilège de pouvoir l'affirmer comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas le luxe, en fait, d'échapper à ce jugement moral sur la violence. C'était peut-être aussi le coup de poing littéraire d'Édouard Louis dans Eddie Bedgueule, qui, en décrivant cette violence sociale en Picardie, avait frappé avec un roman qui sortait vraiment de la... Oui, c'est ça, ça choquait par le niveau de réalisme de la violence. Et oui, c'est la même. Je suis un peu aligné avec Édouard Louis sur ça. Ouais. Oui, en fait, d'une certaine manière, on passe de la peinture d'histoire à la peinture de l'humanité. C'est-à-dire, notre réalité d'humanité, c'est qu'on est tous sur un fil.
et que d'une certaine manière, ça nous oblige à regarder quelque chose que peut-être on ne regarde pas et qui existe. Et en plus, cette manière je dirais que la manière de magnifier, c'est pas tant une mise en valeur de ça, c'est plutôt se dire de rapprocher, comme tu le disais, ceux qui d'habitude ne sont pas rapprochés, c'est-à-dire la très grande qualité plastique, esthétique, la recherche et cette référence à la grande peinture. Et normalement, chacun devrait rester dans sa case. Ouais. Et là, les cases, elles sont brouillées, pas pour être brouillées, mais parce qu'on peut se réconcilier tous dans la même image, en fait. Oui, et puis en plus, c'est-à-dire de peindre de la façon la plus, comment on peut dire, sophistiquée, en fait, des sujets considérés comme vulgaires ou violents. C'est vrai que oui, il y a ce brouillage du coup des codes moraux presque, mais qui sont toujours en fait au final associés au code esthétique. Les codes esthétiques, c'est toujours au final des codes moraux euphémisés, ou je ne sais pas comment on peut dire. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, en le faisant, j'étais pas conscient de ça. C'est pour en revenir au fait que pour moi, la peinture, c'est quand même un médium qui permet de s'exprimer sans le langage, c'est-à-dire sans la pensée, par le corps, faire passer quelque chose d'inconscient, en fait, comme ça, en lâchant prise quelque part sur la volonté de maîtriser le sens de ce qu'on va donner. Ces tableaux-là, par exemple, maintenant, je peux en parler comme ça, mais quand je les ai faits, j'étais encore fasciné par les clips de rap. Donc, c'était une façon de faire passer. Enfin, une façon de faire passer. Je ne savais même pas ce que je faisais passer, en fait. Et c'est là que, pour moi, c'est plus politique que quelqu'un qui a un discours politique qui va illustrer de la bonne façon. Voilà. Enfin, en gros, je ne sais pas si c'est très clair, mais bon. Je vais proposer de parler un peu d'autre chose sur le fait que tu sois peintre. Et qu'il soit peintre, que tu as commencé dans les années 2000 en France. Et encore aujourd'hui, même si la peinture figurative s'est beaucoup développée en France, mais c'est quand même une sorte d'insistance que tu as eu depuis une vingtaine d'années à faire de la peinture figurative, avec des réceptions qui ont beaucoup changé en fait. Au début, ce que tu nous racontais, c'est que c'était assez... Disons que c'était plus difficile d'intégrer les écoles d'art et voilà, et ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir pourquoi tu as insisté, au-delà du plaisir de peindre, et comment tu l'as vécu, ce fait d'être finalement en porte-à-faux un peu avec ton époque, ce qui est finalement peut-être une preuve d'avant-garde, ou en tout cas de disruptive, et qu'aujourd'hui c'est moins le cas. Est-ce que ça a été quelque chose de difficile, ou finalement tu disais je me fais plaisir, et puis tant pis Alors... Ouais, je répète, c'était pas conscient de ma part de faire ça. Moi, j'avais commencé la peinture bien avant de rentrer aux Beaux-Arts de Paris, quand j'avais 13-14 ans. Et je venais à Paris pour apprendre mieux à faire de la peinture. Donc, quand j'ai vu que c'était très marginalisé, que c'était mal vu, que c'était considéré comme ringard et tout ça, bon, j'étais triste, effectivement, mais j'allais pas arrêter de faire de la peinture parce qu'on me disait non, il faut pas faire de la peinture. Donc, j'ai continué de mon côté. J'ai travaillé chez moi pendant plusieurs années, et pour moi je l'ai vécu comme je disais tout à l'heure, les codes esthétiques, ils renvoient toujours à des codes moraux ou des codes sociaux, et pour moi le rejet de la peinture comme ça qu'il y avait en France, c'était un rejet du corps, et pour favoriser l'intellect, les idées. L'artiste, il était censé avoir l'idée, et il devait avoir des praticiens qui venaient réaliser son idée, parce que mettre la main à la pâte, c'était pas digne d'un artiste quelque part. Et ça, pour moi, c'était quelque chose qui était de l'ordre de la distinction sociale et tout. Et donc, je voyais dans le rejet de la peinture quelque chose de très sociologique, en fait, de dire toujours cette distinction entre l'esprit et le corps, qui est la distinction entre les dominants et les dominés, quelque part. Elle se rejouait dans ce rejet parisien de la peinture.
Et moi qui venais un peu de province, j'étais un peu perdu, j'avais aucun bagage culturel. J'arrivais à Paris un peu au cœur de la culture, puisque c'est les Beaux-Arts de Paris et tout ça. Et je me prenais cette grande claque, rentre chez toi, voilà, t'es pas digne avec tes... En plus, je faisais de la peinture figurative, donc c'était encore plus réactionnaire. J'avais même des références à la peinture du passé. Donc je cochais un peu toutes les cases pour provoquer des réactions un peu virulentes dans l'école des Beaux-Arts. Et donc moi, sur le coup, bon, j'en étais pas bien conscient de tout ça. Et donc je l'ai pris comme un vrai rejet. J'ai travaillé un peu isolé pendant des années. Mais je pense que c'était une grande chance, quoi, parce que du coup, j'ai pu développer une pratique aussi qui n'était pas influencée par la mode de l'époque ou par certains professeurs. Du coup, je n'allais pas calquer ma pratique sur mon professeur. Et j'ai pu aller chercher des influences un peu de tous les côtés, comme je voulais, sans qu'on m'embête. Mais on est tous heureux que tu aies pu développer ton style avec tes idées. Et justement, c'est peut-être le moment de passer la parole à la salle. Si vous avez, certains d'entre vous, des questions, profitons que l'artiste est là parmi nous, puisqu'il s'est un peu réfugié à New York, où la peinture figurative, d'ailleurs, était plus acceptée. Oui, voilà, c'est vraiment c'est français, hein, ce problème. Je vais faire un lien entre la breakdance et Versailles. Le Centre de musique baroque, il y a 15-20 ans, a monté les Indes galantes avec des enfants de trappe. Et pour ce qui était de la danse, ils ont demandé à un danseur de l'Opéra de Paris d'illustrer les Indes galantes. Et le danseur de l'Opéra s'est dit, au moment de la création des Indes galantes, la musique passait du peuple à la cour et ça circulait, de même que la danse. Aujourd'hui, quelle est la danse populaire? C'est le breakdance et le hip-hop. Donc je vais faire danser les enfants de trappe sur la musique de Rameau, les Indes galantes. Voilà. Et ça a débuté à Versailles, dans l'Opéra Royal. C'était extraordinaire. Alors, allez sur Internet, vous mettez Centre de musique baroque, Indes galantes. Voilà. Alors la question que je voulais poser, c'est comment les modèles que vous avez peints ont réagi quand ils ont vu vos peintures. Et d'autre part, je voulais dire l'admiration que j'avais pour le sol, là qu'on voit derrière vous. Le sol est absolument remarquable. Voilà, c'est tout. Merci. C'est un sol qui m'a pris plusieurs semaines à peindre. Je l'ai peint centimètre par centimètre. Et oui, non, les modèles, en fait, comme je disais, mais malheureusement, mes amis de Toulouse, donc ils ont jamais vraiment, à part deux qui viennent tout le temps à mes vernissages et qui sont en fait très heureux là, ils étaient là aussi à l'inauguration à Versailles et leur réaction, c'est d'être très heureux d'être là, représentés en fait dans des œuvres d'art dans le château de Versailles. Pour eux, c'est quelque chose, d'après ce qu'ils m'en disent en tout cas, qui est exceptionnel, quoi. Mais d'un autre côté, la plupart des gens qui ont travaillé avec moi à cette époque-là, qui étaient mes amis, n'ont pas la chance, n'ont pas le bagage culturel et tout pour s'intéresser même à la peinture. Et du coup, la plupart d'entre eux, en fait, ça les touche pas du tout parce qu'ils s'intéressent pas à la peinture et c'est un monde tellement éloigné de leur réalité quotidienne que finalement, même en essayant on avait fait une exposition à Toulouse avec Annabelle, en essayant de faire une discussion, les invités et tout, en fait, les 9/10e ne viennent pas. Ils passent pas la porte d'un musée, ils passent pas la porte d'une galerie, et voilà. Donc c'est un peu mitigé. Bonsoir Guillaume. Au début de ton intervention, tu nous as dit « Je ne suis pas un peintre politique ». Et j'ai l'impression que tu parles politique pendant toute ta présentation, au sens noble du terme. Ton analyse de la violence circulatoire, c'est tout de même une posture politique. Ton parallèle avec Édouard Louis, pour celui qui connaît un peu les ouvrages d'Édouard Louis, ce sont tout de même des ouvrages très politiques. Alors,
est-ce que c'est quelque chose qui t'embête d'être positionné comme peintre politique? Est-ce que, voilà, je voudrais savoir pourquoi tu récuses cette belle position. Non, enfin, je suis un peu, disons, timide par rapport à ça, parce que je trouve ça un peu prétentieux de dire que je suis un peintre politique. Et puis je pense que surtout, j'ai une vision un peu de l'artiste politique qui porte un discours. Et moi, je pense que la peinture ne doit pas porter un discours, elle doit avoir un contenu pictural qui peut être très politique pour le coup, mais j'essaie de, enfin voilà, j'ai du mal à me présenter comme ça. C'est-à-dire que s'il y a des choses politiques qui passent, ce serait, je les laisse passer inconsciemment comme ça. Et tant mieux si c'est le cas, si c'est possible. Mais disons que oui, je suis un peu, je trouverais ça un peu prétentieux, quoi, de dire voilà, je suis un peintre politique. Ouais, c'est un peu une posture. Et puis il y a beaucoup d'artistes qui se présentent comme artistes politiques et qui ont des grands discours, des grands messages. Et on se demande en fait quelle est l'efficacité politique de leur travail, à part. Enfin, souvent, on voit. Enfin, moi. Voilà, on voit des artistes qui empruntent un peu cette voie-là pour se faire un peu applaudir. Et comme en ce moment, en plus, c'est assez la mode, bon, ben, du coup, tout le monde est obligé d'être un artiste politique pour être reconnu. Donc, au bout d'un moment, on se demande si tout ça a vraiment une réelle efficacité politique. Ce qui compte, c'est l'efficacité en politique, quoi. Enfin, l'efficacité politique. C'est pas de dire, regardez, je suis un militant, je défends telle cause ou telle autre. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que ça change, en fait. Nous avons dans la salle. Claudel. Guillaume, bonsoir. Vous dites que, enfin, il me semble tout de même que le lieu a énormément d'importance dans votre peinture. Les lieux sont décrits, ils existent, c'est des lieux réels. Là, on voit des tags. Enfin, le lieu a beaucoup d'importance et a une signification. Par contre, dans la dernière série de ces corps qui tombent, on s'interroge. Qu'est-ce qui a inspiré cette série? En fait, ça a aussi une signification qui n'est pas de lieu. Enfin, c'est-à-dire que du coup, c'était aussi expérimenter ce que ça dit, en fait, de enlever le décor. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, le contexte, c'était pendant la crise du Covid, donc c'était un état un peu d'isolement déjà dans l'atelier et aussi une ambiance générale un peu dystopique. Donc, je me suis mis à peindre des corps qui chutent dans des... Au départ, il y avait des décors, mais au fur et à mesure de la série, j'ai enlevé tous les décors et c'est devenu juste des fonds noirs. Et je trouvais ça beaucoup plus fort, finalement, que de les mettre dans n'importe quel décor ou quoi. Et donc, comme d'habitude, moi, je ne fais pas les choses de façon très intentionnelle, disons. Comme je vois que ça marche mieux, je continue et je travaille comme ça. Et en même temps, ce que je me dis, c'est que c'est des corps qui sont en perte de repères. On est dans une époque, à ce moment-là, dans la pandémie, où d'un coup, on avait un grand doute, quoi. Enfin, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ça? On est tous confinés, comment ça va finir et tout. Il y a une sorte de perte de repères. Donc, c'était aussi montrer ces corps dans le vide, sans repères, voilà, tout simplement, quoi. Bonsoir. Je voulais à la fois faire une remarque et un retour d'expérience par rapport à l'exposition, et puis vous poser une question par rapport à votre technique. Alors sur l'exposition, vos œuvres sont magnifiques, mais je trouve qu'il y a eu aussi un travail de scénographie exceptionnel. Vous ne l'avez pas évoqué, je ne sais pas qui les a décidés, ces panneaux de béton qui marquent une rupture et aussi permettre ce dialogue avec les peintures de Horace Vernet. Je trouve que c'est intéressant. Et puis, vos peintures dans les salles noires avec un éclairage sublime. Du même coup, on est face au personnage, on est face à soi-même finalement. Ce que je trouve qu'il y a un côté universel chez vous, c'est cette confrontation aussi à soi-même, à travers les autres. Et puis sur la question de la technique, on vous reproche visiblement d'être très long. Est-ce que c'est parce que c'est une peinture à l'huile et que, avec le détail, vous avez un temps de séchage au-delà de votre technique long? Voilà, si vous pouvez nous en dire un peu plus. Et encore merci.
Alors pour la scénographie, c'était, on en a parlé, on a d'abord parlé entre nous, puis ensuite on a travaillé avec Antoine Fontaine en lui demandant de faire un dispositif qui pouvait contrebalancer les cadres dorés des tableaux d'Horace Vernet. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement présents qu'il fallait trouver quelque chose qui vienne encadrer mes tableaux, mais d'une autre façon. Du coup, là, pour le coup, d'une façon très opposée, quoi. Et Antoine Fontaine, du coup, nous a proposé ces sortes de structures en béton qui ressemblent, pour le coup, à des textures de béton de parking très froid et qui venaient vraiment bien positionner les tableaux comme ça dans une forme d'opposition avec les cadres du 19e siècle. Donc c'était un travail avec Antoine Fontaine. Antoine Fontaine, qui est par ailleurs souvent un décorateur à l'Opéra Royal, qui fait plutôt qui reprend des décors du 18e ou du 19e siècle avec des trompe-l'œil, etc. Donc là, il a retravaillé un peu à Brousse-Poil. Il a fait une mise en scène plutôt pour l'Opéra Bastille. Alors avec du faux béton sur du bois de récupération, hein, je précise, de l'exposition d'avant. Mais maintenant, on peut passer à la technique même de la peinture. Je dois dire que pas mal de personnes m'ont posé la question, mais est-ce que c'est de la peinture ou de la photographie ? Et donc, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas mis sur le cartel huile sur toile et que ce ne sont pas non plus des peintures faites d'après une seule photographie, mais au contraire alimentées par des montages très complexes d'images collectées à différents moments. Oui, c'est ça. Alors, sur la peinture à l'huile, les questions, c'était... Ouais, la technique, c'est de la peinture à l'huile. Donc, effectivement, ça a un temps de séchage qui est assez lent, donc qui permet de travailler dans le frais pendant assez longtemps, ce qui permet justement d'arriver à ce niveau de modelé, de réalisme, de lumière, de pouvoir vraiment doser d'une façon très contrôlée, en fait, l'intensité des lumières, des contrastes dans le tableau. Et pour moi, c'est assez essentiel, en fait. Donc, c'est vraiment la technique qui me permet de faire ça et qui a cette qualité, justement, un peu de peau comme ça, qui marche très bien, justement, quand on représente des corps nus ou que les corps qui chutent dans la dernière salle. Mais voilà, comme dit Christophe, c'est aussi un travail qui est à regarder sous plusieurs angles. Il faut le regarder de loin, mais il faut le regarder de tout près aussi. C'est-à-dire que j'aime bien aussi qu'il y ait une sorte d'ambiguïté, comme ça, une ambivalence entre quelque chose qui paraît être hyper réaliste, parce que souvent on me dit oui, c'est hyper réaliste ce que vous faites, mais en même temps c'est complètement c'est complètement inventé. C'est une fiction, c'est une construction, quoi. C'est complètement reconstruit. C'est une réalité qui est recomposée quelque part. Donc il y a une opposition entre ce côté complètement mise en scène, recomposé, presque théâtral, et un aspect qui ressemble à une scène hyper réaliste. Et moi, je me situe pas du tout dans la tendance, dans le mouvement de l'hyperréalisme en peinture, puisque justement, il y a ce rapport à la construction, à la reconstruction de la réalité, et qui pour moi est en fait essentiel. Et c'est pour ça que je peins de cette façon-là aussi, quoi. J'aime bien que ce soit en même temps faux et en même temps vrai, enfin quelque chose comme ça qui soit pas définissable. Et pareil pour aussi ce que tu disais sur l'instantané, c'est-à-dire que le fait de peindre comme ça, on a l'impression de voir des instantanés, mais plusieurs instantanés, disons, mis ensemble dans le même espace, du coup qui crée une sorte de synthèse de plusieurs moments, et pourtant qui paraissent complètement réalistes, c'est-à-dire qui paraissent être une seule et même image. Voilà. Et question pour Christophe. Pourquoi tu as invité Guillaume? J'étais fan des quelques tableaux que j'avais vus de lui, mais sans avoir eu l'occasion de voir jamais une grande rétrospective de l'œuvre de Guillaume. D'ailleurs, pour toi aussi, ça a été l'occasion de revoir. C'est la première fois que je vois tous mes ces tableaux revenant de musées ou de collections particulières. Pour une fois rassemblés, puisque l'atelier de Guillaume, c'est un tableau en cours d'exécution. Pas du tout un amoncellement de toiles dans tous les sens, etc., de projets abandonnés.
Donc j'avais envie de voir une exposition Guillaume Bresson. Je me suis un petit peu gratté la tête en me demandant comment on allait pouvoir justifier ça à Versailles. Et puis finalement, grâce à Horace Vernet, qui est un très grand peintre aussi, on y est arrivé. L'idée plus générale, c'est que l'inscription de l'art contemporain dans un monument comme celui-ci doit trouver quand même des justifications, amener un dialogue, amener à regarder aussi les décors du château, en l'occurrence des toiles que d'ordinaire on ne peut pas voir, puisqu'elles seront à nouveau recouvertes pour la prochaine exposition. Donc quand nous montrerons, nous, le Grand Dauphin dans ces murs, vous pourrez retrouver néanmoins les travaux de Guillaume Bresson et d'autres œuvres au musée de Grenoble, où Sébastien est en train de bâtir avec l'artiste d'autres mises en regard, avec aussi des œuvres de Philippe de Champaigne, d'autres artistes. Donc ça mènera à regarder peut-être aussi différemment le travail de Guillaume et les œuvres que tu... Je ne sais pas si tu souhaites en dire 2 mots avant que nous nous séparions. Oui, donc venez tous à Grenoble à partir du 14 juin. Mais plus sérieusement, parce que donc, une des problématiques des musées, en tout cas en région, parce que c'est un peu moins le cas à Paris, c'est les collections permanentes qui sont peu souvent visitées, parce que les gens disent « Ah ben j'ai déjà été », donc ils n'y retournent pas, donc forcément il y a moins de monde. Et donc l'idée, c'est d'amener à revoir, à s'émerveiller à nouveau des collections permanentes. Et donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est d'inviter des artistes contemporains à réagir aux collections permanentes, parce que le musée de Grenoble commence à l'Antiquité égyptienne, et donc de voir comment les artistes d'aujourd'hui regardent la peinture d'avant. Et parfois, ça peut être très disruptif. On pourrait mettre, je sais pas, Ellsworth Kelly et Philippe de Champaigne. Mais ce qui m'intéressait, c'est que la peinture de Guillaume est très ambiguë, puisque c'est un peintre contemporain qui a une technique classique. Et donc, de cette ambiguïté, rejouer l'ambiguïté dans les salles, en montrant un artiste contemporain face à une peinture classique, un artiste contemporain qui a une technique classique, et pour finalement remontrer la contemporanéité de la peinture classique. Donc tout ce jeu, en fait, et moi-même je suis assez curieux de voir le résultat. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas si... voilà. Et donc c'est finalement, quand on va au musée, c'est être surpris. Et donc là, on sera surpris. Et ce qui était intéressant d'ailleurs aussi, c'est que ce que m'a raconté les équipes, c'est que je dis, ah mais quand même... le travail de Guillaume, c'est quand même assez violent. Ils disent, mais vous savez, Sébastien, pendant le Covid, comme tous les musées, on faisait des trucs en ligne. Et donc, ils ont cherché des tableaux pour rendre les gens heureux, quoi, en fait. Et ils ont dit, mais en fait, c'est très difficile parce que toute la peinture classique est très chargée de violence, de meurtre, de sang, de baston, de choses comme ça. Et donc, voilà, c'est intéressant de voir quand même, finalement, il y a une certaine continuité et cette ambiguïté. Et puis aussi cette idée assez fascinante de ce que Guillaume nous disait, c'est que, en fait, de voir le swoosh de Nike dans les salles, il y a plein de gens qui se sont dit, ah mais en fait c'est aussi pour moi ces musées. Et en fait c'est ça aussi qui est intéressant, c'est comment amener d'autres personnes à aller au musée. Et la peinture de Guillaume finalement est un très bon appôt pour ça. Alors avant de tous se retrouver à Grenoble, on ne se quitte pas quand même tout à fait, puisque Guillaume a accepté de dédicacer quelques albums et puis sa monographie, juste à la sortie, une monographie dans laquelle vous retrouvez des textes, notamment d'Annabelle Ténez. Merci beaucoup Sébastien, Annabelle, et puis un grand merci, merci. À Guillaume Merci à vous. pour sa présence.